Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Intégral Foot, votre rendez-vous du jeudi soir sur la web radio Vie Lumière. Ce soir, avec moi, comme d'habitude, Sacha Roulin. Bonsoir Sacha, bienvenue à toi. Salut à tous. Avec moi aussi ce soir, Lloyd du Château. Bonsoir Lloyd. Salut à tous. Alors j'espère que vous allez bien, la forme. Ouais, ça va pas mal. Ça va pas mal. Alors, pour commencer déjà ce premier débat, qu'est-ce que vous avez pensé de ce PSG Monaco de dimanche dernier? Eh bien, enfin, un match étrange parce que si tu regardes bêtement les statistiques ou si tu regardes le match, Paris, logiquement, ce match, sans forcer, doivent gagner 3-4-0 facile. Et pour une fois dans cette saison, Paris n'a pas mis les occasions au fond. Et tu te prends un but en fait sur une frappe, enfin sur une occasion qu'on n'est même pas une en fait. Et, et tu transpires un petit peu à la fin de match. Mais là, pour le coup, typiquement, moi j'ai une marotte à moi qui est de dire que le résultat ne veut pas forcément dire grand-chose. Et ben, le résultat à Monaco, il veut absolument rien dire parce que là, si tu regardes le match, il faut juste se concentrer sur la manière qui a été très bonne. Et moi, j'ai trouvé que ce PSG avait vraiment fait une grosse performance. Alors peut-être que, sans doute même que Monaco était un adversaire assez limite en ce moment, mais mine de rien, le PSG a vraiment fait, pour moi, encore une fois, un gros match. Et il faut quand même parler de ce milieu à 3 avec Rabiot. Mon Dieu, Emery a enfin réussi à lui dire qu'il pouvait jouer milieu défensif, que Verratti a fait un bon match, même s'il n'a pas été transcendant, et surtout Draxler qui est un exemple d'implication et qui peut vraiment être l'invité surprise de ce milieu de terrain. Lloyd, t'en as pensé quoi? Moi, je pense que c'est un bon match sur le jeu. Après, on a revu nos défauts sur la finition. Bon, ça peut arriver. Mais je pense qu'aussi, on a vu que beaucoup de fois, et ça nous arrivait souvent l'année dernière, où on prenait un but sur la seule occasion qu'on a. Là, c'est un coup franc. Bon, il est détourné. Mais contre des grosses équipes, j'espère que on va pas retomber sur ces travers-là où on a 50 occasions, on n'en met qu'une. Et quand les autres en ont une, ils nous la mettent. Ça, c'est arrivé souvent l'an dernier. Cette année, faut se dire que là, ça ne s'est arrivé que contre Monaco et on a su mettre le deuxième, heureusement. Avec un penalty où en plus, comme ça, on a vu que Neymar tire les penalties et il n'y a plus de problème. Mais sinon, c'est un bon match techniquement. Il y a eu beaucoup d'occasions. Après, il y a Mbappé qui a pour moi vraiment surjoué. Si on le prend, que lui-même, il a vraiment surjoué. Il a voulu jouer, mettre son but. Il a raté la première occasion et après, pendant tout le match, il a voulu remettre. Alors que des fois, il pouvait servir et il n'y avait plus qu'à la pousser. Même, il enlève une balle à Neymar où on se dit, mais pourquoi il l'enlève? Neymar est dans une position qui est 10 fois plus facile à mettre que lui. Et il l'a tenté, il la met à côté. On est un peu retombé dans des travers avec lui, mais pour moi c'est pas inquiétant. C'est un match de mi-saison, c'est un match contre Monaco qui est une bonne équipe de Ligue 1, mais c'est un match où il faudra prendre aussi des leçons de ce match-là. D'accord. Et donc, juste je voudrais revenir sur ce match vers la 70e minute, si mes souvenirs sont bons. Cette sortie de Layville Kurzawa, l'entrée de Berchiche, est-ce que pour vous c'est juste un changement, voilà, ou ça veut dire quelque chose en fin de compte? Moi, je peux plus parler sur Lévin parce qu'on dit que je m'acharne. Non, mais non. Mais, Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas évoqué ouais. Layville Kurzawa, hein. On a fait une petite trêve, hein. Enfin, Même bref. dans les tacles glissés, j'ai essayé d'en parler le moins possible. Je fais vraiment mon maximum. Là, je suis à fond. Que dire Bon, voilà. Bon, Kurzawa, première mi-temps, il fait une faute débile qui engendre un coup franc, qui engendre un carton jaune. Donc, Monaco a pas été dangereux une seule fois sur les côtés. La seule fois où ils sont dangereux, c'est sur le côté à Kurzawa. Où il est encore une fois en retard, preuve qu'il ne sait ni défendre ni attaquer. Pourquoi je dis ça? Parce que deuxième mi-temps, il a un ballon sur le côté gauche, donc on est d'accord, vous pouvez revoir les images, il n'y a absolument personne pour le contrer. Il réussit à merder son centre une fois de plus. Et là, sans parler de ces nombreuses imprécisions, qui sont devenues finalement quelque chose de tout à fait normal concernant ce joueur. Et il sort logiquement. Je pense que peut-être qu'Emery se dit, il est sur la menace d'un rouge, ce serait con et tout. Et il fait rentrer Berchiche, qui
qui à mon grand regret n'a pas vraiment été, qui a été du niveau de Kurzawa, qui n'a pas été extraordinaire, mais qui ne rassure pas vraiment, pas plus que Kurzawa. Donc on a deux latérales qui sont plutôt moyens. Moi, je pense que Kurzawa, de toute façon, ça fait match après match où il fait n'importe quoi, où défensivement il est zéro. Bon, je pense que là où on peut attendre Berchiche meilleur, ce sera pas offensivement, parce qu'offensivement, ça restera un joueur moyen, comme Kurzawa. Mais défensivement, de toute façon, on peut pas faire pire que Kurzawa. Il est tout le temps pris dans son dos, il fait des fautes où il n'y a pas lieu de faire faute. Quand il faut faire faute, il la fait pas. Il est tout le temps pris, défensivement, c'est zéro, quoi. Il est zéro actuellement. Niveau défensivement, je l'ai jamais vu faire un match où on se dit, mais ok, c'est Kurzawa. Même un match correct. Hein. Voilà. Avant, on avait Maxwell, même il arrive en fin de carrière, qui était cramé, il y avait des actions, il y avait des gestes. Kurzawa, il n'y a rien. Kurzawa, c'est 90% de son temps, il est pris dans le dos. Quand il faut attaquer, 90%, il rate la balle, il la pousse même en corner tout seul, il la met. On se demande, il se dribble tout seul, il surdribble, il voit Neymar faire un passement de jambe, il essaye de faire la même chose. Je crois que même un joueur de CFA ferait mieux. Il est dans le surjoue, il est énervant. La saison dernière, j'avais été, en privé, j'avais été hyper critique avec Aurier. Mais là, Kurzawa, au niveau de ce qu'il présente sur le terrain, mais il lui a mis une branlée à Aurier. Hein. Aurier était excellent par rapport à Kurzawa la saison dernière. Ouais, sincèrement, il était vraiment meilleur. Hein. J'ai rarement vu un joueur aussi régulier dans la médiocrité. C'est presque impressionnant. Je vois. Et donc, après, si tu dis ça, c'est que si Aurier était assez moyen la saison dernière, c'est qu'aujourd'hui, Kurzawa est nul, quoi. Enfin, si on dit les choses clairement. Si on dit les choses clairement, oui, bah, il est nul, quand même. Il te met un triplé. Il t'a mis ce triplé contre Anderlecht qui sort de... Tu sais pas trop d'où il sort. Allez, il a mis un bon centre sur Cavani contre le Celtic. Mais non, mais sérieusement, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Hein. Le mec, c'est même pas comme si tu sentais une once de qualité. Non, il est à un niveau mais pathétique, mais tout le temps. Et ça, c'est, je sais vraiment pas comment il fait pour pas se remettre en question. Ou est-ce qu'il est trop limité? Bon, bah, si c'est le cas, bah, on espère que le PSG va bientôt lui dire au revoir, parce que c'est juste pas possible, surtout quand tu vois Alves de l'autre côté. Mais bon. On évoquait tout à l'heure avec Lloyd une info à prendre avec des pincettes. Lloyd, si tu peux faire part à nos auditeurs de cette info, de l'éventuel changement tactique d'Emery. Donc, on parle d'un Alves à gauche et un Meunier à droite. Oui, c'est Alves. Il avait commencé donc en Espagne. Il a joué certains matchs à gauche, arrière gauche. Là, il est meilleur à droite. Hein, tout le monde le sait. Son poste idéal, ça sera à droite. Mais ce qui pourrait arriver, c'est Alves à gauche, Meunier à droite sur les matchs où on a besoin de beaucoup défendre et aussi bien défendre, avec un Meunier il a testé Meunier à gauche, mais Meunier à gauche, c'est pas non plus très bon. Il préfère Alves à gauche. Donc contre le Bayern. Je pense pas qu'ils vont le lancer là en Ligue des Champions parce que ce serait trop risqué. On a Kurzawa, voilà. Pour moi, je pense que c'est comme Aurier avec Meunier. Hein. L'an dernier, il avait fallu plusieurs matchs pour qu'il sorte et qu'on remette Meunier. Le lancer en Ligue des Champions serait pas non plus forcément la meilleure idée, mais si ça continue sur ce rythme-là, que Emery n'est pas satisfait de ses deux arrières gauche, ce qui est le cas actuellement, hein, sinon il ferait jamais le changement de sortir Kurzawa. Mais je pense que si on continue comme ça, oui, il mettra Alves arrière gauche. Et juste pour revenir sur la déclaration de Steven Gerrard, l'ancien joueur, la légende de Liverpool, qui a indiqué que selon lui le PSG avait un 11 de rêve, mais qu'il y avait un seul hic, un maillon faible dans ce 11, et c'était Alphonse Areola. Est-ce que vous partagez l'avis de Gerrard? Je suis d'accord sur le point qu'on n'a jamais eu de gros gardiens. À chaque poste, comme j'ai déjà dit, on a eu des grands joueurs. En défense, Thiago Silva, au milieu, Mota. À gauche, on a eu Maxwell, hein, qui était le meilleur arrière-gauche au monde sur sa génération.
Et en gardien, on n'a jamais eu le grand gardien. On a eu donc Sirigu, Trapp, Areola, Douchez. C'est des gardiens très moyens. Donc on peut pas lui donner tort non plus sur le fait qu'on n'ait pas eu un gardien qui est le meilleur gardien. Sacha? Ouais, après, Après, je pense que... Je sais pas pourquoi il a dit ça, déjà Gerrard. Mais on peut voir ça comme ça, ouais. Mais moi, personnellement, depuis le début de la saison, Areola, franchement, il est excellent, il est impérial. Je l'ai pas vu faire de grosses boulettes. C'est peut-être un gardien en devenir. Peut-être que la saison dernière, c'est juste une mauvaise parenthèse. Enfin, on l'espère pour lui, en tout cas, et surtout pour nous. Mais aujourd'hui, c'est difficile de juger un gardien. C'est vrai. Pour moi, c'est vraiment le poste le plus difficile à analyser parce que un gardien, sur les matchs que tu fais, par exemple, contre Monaco, tu le vois pas. C'est plus à l'entraînement que tu vois les qualités de ton gardien, plus qu'en match. Et en ça, c'est difficile de faire une analyse sur son véritable niveau. De toute façon, on le verra déjà un peu peut-être contre le Bayern. Mais bon, après, voilà, je pense que pour revenir sur ce que disait Lloyd, c'est qu'au milieu, on n'a jamais eu de grands gardiens, mais on n'a jamais non plus eu, par exemple, on n'a pas eu de star en gardien, mais au milieu de terrain, ça fait aussi un petit moment qu'on n'a pas de joueurs exceptionnels qui viennent renforcer le club, et pourtant le milieu de terrain marche. C'est une ou ça a été une des forces du PSG pendant des années, et je pense que ça l'est toujours encore plus aujourd'hui avec Draxler, et donc c'est peut-être pas le gardien le plus réputé, mais je pense qu'il a des vraies qualités, et elles demandent qu'à être exploitées, et on verra sur les gros matchs si effectivement il tient la baraque ou pas. Mais c'est un peu tôt pour juger définitivement Areola. Juste, on va essayer d'en revenir très rapidement. Je sais pas si vous en avez entendu parler. En tout cas, le comportement d'Angel Di Maria pendant l'échauffement de PSG Monaco. D'après ce qu'il s'est dit, il aurait passé 15 minutes assis sur un ballon à regarder ses amis s'échauffer. Et puis derrière, avant le match, il a posté sur Instagram une photo de lui sur une route avec le maillot argentin, et derrière lui les maillots de ses anciens clubs. Donc est-ce que c'est la fin pour Di Maria? Est-ce que, en sachant qu'RMC nous a appris que les Argentins, Pastore et Di Maria, en avaient marre de leur traitement ici au PSG, et qu'ils n'étaient pas satisfaits du temps de jeu donné par Emery. Donc, est-ce que, selon vous, et je vais commencer par toi Sacha, le temps de jeu donné à Pastore et Di Maria, c'est ce qu'ils méritent, ou est-ce que Emery ne leur donne pas assez de temps de jeu? Est-ce qu'ils méritent plus de temps de jeu, pour être plus précis? Alors, moi pour commencer, Pastore, je le mets un petit peu à part parce qu'il est quand même plus proche d'une place de titulaire que Di Maria. Pour revenir sur le comportement de Di Maria, et là ça m'arrange presque qu'il ait eu ce comportement parce que ça me permet de démontrer ce qu'est une attitude racaille. Donc une attitude racaille n'est pas une attitude liée à l'origine d'un joueur, à son origine, qu'elle soit ethnique ou sociale ou religieuse. Pour une racaille, c'est un mec qui te plombe un groupe et qui pense qu'à sa gueule, et pour moi c'est ça. Et donc Di Maria a eu un comportement de racaille. Et si c'était Serge Aurier qui avait eu ce comportement la saison dernière, on lui serait tombé dessus. Si c'était Kurzawa, on lui serait tombé dessus pareil. Eh ben là, je pense qu'il faut tomber sur effectivement dire que le comportement de Di Maria est une véritable honte. J'ai jamais vu ça. Un mec qui refuse de s'échauffer, j'ai jamais vu ça. Maintenant, pour son avenir, mais Di Maria, c'est déjà terminé. Et maintenant, il y a un problème, c'est que lui, il veut pas aller en Chine, apparemment, et qu'il va falloir trouver une autre porte de sortie. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué que prévu. Ça, c'est pour Di Maria, moi, finalement, qui parte, qui reste, je m'en fous. C'est l'attitude que je trouve absolument intolérable. Pour Pastore, comme je disais, c'est peut-être un tout petit peu plus
entre guillemets compréhensible parce que ce mec, je crois, il a une vraie carte à jouer dans ce milieu de terrain. Mais pour pouvoir la jouer, il faudrait que ce milieu de terrain marche déjà un petit peu moins bien, ce qui est évidemment pas le cas puisque, comme j'ai dit, ce milieu à 3, Rabiot, Draxler, Verratti marche pour l'instant très bien. Donc je comprends un peu plus les plaintes de Pastore. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que Unai Emery, il adore ce joueur, mais que Pastore veut jouer la Coupe du Monde. Et donc il y aura une décision de prise. Et voilà, tous les amoureux du football et nous les premiers, on a envie de voir jouer Javier au PSG. Mais je pense aussi qu'on sera à même de comprendre qu'il veuille partir pour jouer plus, avoir une place de titulaire assurée dans un autre club. Et donc, mon analyse, c'est ça, c'est que c'est peut-être la fin. C'est sans doute la fin pour Di Maria, peut-être pour Pastore. Di Maria, personne va le pleurer, mais Pastore, par contre, ça fait un peu chier. Lloyd ? Moi, je pense que le seul qui n'a pas parlé argentin et qui sera en droit de parler, c'est Lo Celso. Parce que lui, ils ne l'ont pas prêté alors que tout le monde pensait qu'il allait être prêté comme Guedes a été prêté. Et c'est le seul qui n'a pas parlé. Pour moi, Di Maria, il était titulaire en début de saison avant de se blesser. Il se blesse, il n'est plus titulaire après. Après, son comportement, se mettre sur le ballon, bon, je pense que voilà, de toute façon, on pouvait aussi le vendre au Barça, ça s'est pas fait. L'offre a été peut-être pas bonne. Ça n'a pas été fait. Pastore, par contre, c'est un éternel blessé, même si c'est un très bon joueur. Vouloir construire autour de Pastore, on l'a fait 3 années de suite. 3 années, il a été blessé l'an dernier. Je crois il a joué 8 matchs, une saison. Bon, il joue un nombre de matchs tellement peu et il ne suit pas. Ces matchs ne sont jamais suivis. Il sort au bout de 20 minutes l'an dernier. C'est pas un joueur stable auquel on peut se fixer dessus et dire voilà, on va mettre Pastore à un poste et on sait qu'il va faire la saison entière. Là, non, Pastore, c'est pas le cas. Donc, pour moi, dire que Di Maria est plus en tort que Pastore, non, je suis pas trop d'accord, parce que Di Maria, même s'il a eu une blessure en début de saison, hormis ça, il a quand même fait un gros nombre de matchs, même mauvais, mais il a joué un gros nombre de matchs. Après, il était nul tout le temps, en fait. Il y a eu les 6 derniers mois de la saison, ils sont bons, mais sinon, c'est quasiment le néant, Di Maria. Mais il a quand même été bon dans les matchs à importance, quoi. Je veux dire, quand l'an dernier, on affronte le Barça, au match aller, il est très très bon, il nous fait un match extraordinaire. Au match retour, bon, il sombre avec tout le reste de l'équipe. Mais dans les matchs à haute intensité, il a toujours été au-dessus, en fait. Même quand les autres étaient moins bons, il était un peu au-dessus. Que Pastore, pour avoir un gros match où il a joué, il faut remonter à Chelsea. Il n'a pas, dans les gros matchs où on l'attendait, il n'était pas là, quoi. Il était blessé, il était forfait, il est parti se faire opérer et il a peur. Bon. Voilà, Pastore, pour moi, il est temps qu'on tourne la page, même si c'est un très bon joueur, c'est un joueur qui différent des autres, qui est magnifique à avoir joué, mais aujourd'hui c'est un joueur qui n'a pas la stabilité qui nous permet de le mettre titulaire, et on a besoin de titulaire. Pour moi, si aujourd'hui on me dit on enlève Draxler pour mettre Pastore, je comprends pas. On n'a pas dit enlever, on a dit qu'il pouvait contribuer à ça. Après moi je reviens vraiment, moi je sais pas, peut-être que toi si ça te choque pas, voilà, mais moi je trouve que son attitude par rapport à ce qui a été fait en France au niveau justement de ces attitudes là qui sont insupportables, je la trouve vraiment condamnable. Après Pastore, le débat n'existe pas sur Pastore parce que de toute façon, c'est évidemment le mec, ça fait 2 ans qu'il est blessé, c'est une réalité. Mais Pastore, c'est un joueur pour romantique en fait. C'est un mec qui sur le terrain te donne vraiment envie d'aller au stade, tandis que Di Maria, même s'il a fait des bons matchs en deuxième partie de saison et uniquement en deuxième partie de saison la saison dernière, c'est le mec qui donne aussi envie de lui mettre des coups de pied au cul quand il n'a pas envie de jouer. Et là, actuellement, il a plus du tout envie de jouer. Et moi, c'est l'attitude que je condamne, plus encore que les performances. Ouais, après, moi, je pense que cet été, justement, on a fait le mercato pour combler les points où, justement, quand Pastore ou Di Maria n'était pas bon, on n'avait pas le choix. On avait que, ou après, c'était des joueurs quand même vachement en dessous. Lucas, tout ce qu'il y avait avant. Mais là, on a quand même fait un mercato cet été où pour justement se permettre avec des Mbappé, donc justement Draxler aussi, qu'on peut intégrer, qui fait que ça fait 6 mois qu'il est au PSG, un an bientôt. Mais, donc voilà, on a racheté des joueurs qui sont du niveau de ces joueurs-là en permanence. Au quotidien, ils sont bons. Que ce soit Neymar, bon, c'est encore au-dessus, mais Mbappé, Cavani, Draxler, ils sont tout le temps bons.
Donc il faut qu'ils soient dans leur concurrence et dire qu'aujourd'hui, mettre de la concurrence entre Pastore et Mbappé ou Pastore et Neymar, parce que c'est au poste auquel ils devraient jouer, hein, c'est au poste de ces deux-là ou au Si poste ça de se pose là, Draxler. effectivement, il n'y a pas de concurrence. Voilà, la concurrence n'est pas là. Donc pour moi, me dire, ça sera triste. Effectivement, c'est la première recrue de l'ère Qatari. C'était un superbe joueur. C'est un superbe joueur. Il va nous faire des matchs où on va le regretter. Mais à côté de ça, il sera blessé tellement de fois, ou même s'il est plus blessé, moi personnellement, je retiendrai plus de ses blessures que de son niveau, parce que il a pas porté le PSG quand on l'attendait. Pour Pastore, après pour Di Maria, c'est un peu différent. Di Maria, c'était le joueur qui devait nous permettre de franchir le palier, qui devait préparer l'après Ibra et arriver là, c'est pas non plus un joueur du niveau de Neymar, c'est pas un top 4, top 5 mondial. Et donc, Lloyd, toi qui es un spécialiste un peu de tout ce qui concerne le mercato, etc. Combien vaut Di Maria aujourd'hui sur le marché des transferts? Si tu le vends, minimum, c'est 50 millions d'euros. Di Maria, c'est minimum ça. C'est ce qui aujourd'hui se propose. Et après, il va falloir, avec les enchères, ça montera aux alentours. Au mercato d'hiver, tu peux pas le vendre à 50 millions. Ouais, c'est que tu le vends. T'as quand même des clubs comme l'Inter Milan qui peut aujourd'hui, même si on me dit oui, ils ont plus les fonds. Le Milan AC, il y a la Chine. Bon, la Chine, il veut pas, mais il y a des clubs qui peuvent se permettre de mettre 60 millions d'euros sur Di Maria, même en plein mois de décembre. De toute façon, on a bien vu un mercato d'été où des joueurs comme Mbappé sont vendus 180 millions d'euros. Ouais, mais c'est le mercato estival. Là, tu as le fair play financier qui plane et puis la situation, elle est pas bonne pour beaucoup de clubs. Pas des joueurs à 60 millions d'euros, mais vendre un joueur à 50 millions d'euros, surtout comme Di Maria, ça me paraît faisable, surtout avec des clubs. Ouais, mais excuse-moi de te couper, mais quel club va acheter Di Maria à 50 millions d'euros cet hiver et il a déjà joué la Ligue des Champions? Enfin, logiquement, c'est un club qui joue pas la Ligue des Champions. Un club qui joue pas la Ligue des Champions, je ne vois pas l'Inter aligner 50 millions d'euros aujourd'hui. Et 11 millions de salaire. Et 11 millions de salaire, c'est encore pire. S'il veut garder son salaire, de toute façon, il y aura que l'Asie, il y aura que la Chine. Ça, il faut qu'il le sache de lui-même. Je pense qu'il le sait aujourd'hui. S'il veut partir, parce que son but, c'est aussi de jouer la Coupe du Monde. Hein. Donc, s'il veut partir jouer la Coupe du Monde, son salaire, soit il va le baisser, soit il part en Chine. Et là, il aura le salaire et le gros transfert aussi. Ça, ce sera pas un problème là-bas. Mais s'il reste en Europe, il y a des clubs comme Valence qui peuvent se permettre, mais je le vois pas aller à Valence, même s'ils font une superbe saison. Après, il y a les clubs anglais, il y a Chelsea qui peut se le permettre, même si je le vois pas retourner dans le championnat anglais. Ça sera vraiment pour moi l'Italie qui va, la Juve, éventuellement, peut mettre une somme pareille sur lui. Ouais, mais moi, ce qui un peu m'emmerde dans cette histoire, c'est pas la somme. Ça peut être 50, 60 millions, même 70 millions. Bon, tout est possible aujourd'hui, on l'a vu. Paris en un été a aligné presque 400 millions d'euros. Mais le mec, il a joué la Ligue des Champions. Je vois pas un club aujourd'hui, bon, comme la Juve par exemple, ils vont pas ramener un mec qui doit être titulaire indiscutable. Ils vont le ramener et qui va pas jouer la Ligue des Champions. Enfin, pour moi, je sais pas si tu as un exemple à me donner d'un mec qui est venu, qui a le niveau de Di Maria, qui est, on va dire ça, comme ça, dans le top 30 ou top 20 mondial, qui change de club l'hiver et qui ne joue pas la Ligue des Champions, une année de Coupe du Monde. C'est ce qui, moi, me laisse un peu perplexe et je me dis, c'est impossible qu'il aille dans un club qui joue la Ligue des Champions. Et je vois pas un club qui joue pas la Ligue des Champions aujourd'hui qui a les moyens de mettre 50-60 millions, plus les 11 millions, voire un peu plus de salaire sur Di Maria. Hormis l'Inter qui peut lui proposer un projet intéressant, surtout qu'aujourd'hui ils sont en tête du championnat italien, je crois. Donc ils peuvent lui proposer un vrai objectif avec, en plus, s'il joue, parce que lui le but c'est de jouer le plus de matchs. Après il sera vu par son entraîneur Sampaoli, je pense qu'il aime bien Di Maria aujourd'hui, assez pour le laisser encore titulaire lors des derniers matchs avec l'équipe d'Argentine, sans qu'il ait beaucoup joué. Donc si en plus là faut qu'il récupère du temps de jeu, c'est son objectif, c'est le temps de jeu plus que là où il va le jouer. Surtout, après, il n'ira pas dans un club non plus de second couteau. Je ne le vois pas aller justement dans un Valence, dans un Séville, comme Pastore pourrait aller. Pastore qui est, d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, Pastore est annoncé du côté de l'Atlético. Enfin, c'est bien évidemment à prendre avec des pincettes. Moi, je l'ai plus à Valence. Hein. Je le vois plus à Valence. De ce que j'ai compris, ce sera plus Valence. Parce que il y a une rencontre pour Guedes, autour de Guedes à Valence. Et ils ont abordé le sujet Pastore. Après, est-ce que une rencontre pour Guedes pour prolonger son prêt d'un an. Normalement, il va rester un an de plus à Valence. Et le PSG est d'accord selon toi, selon tes infos? Normalement, oui. C'est déjà au départ, c'était une année de prêt plus une en option. L'option, c'était qu'il joue un maximum de temps. Ils lui ont donné le temps de jeu.
Je pense pas que Paris va le priver va le retirer tout de suite en ayant encore Mbappé, Neymar, Cavani qui vont rester l'année prochaine. Je vois pas après comment on peut le garder et lui donner 20 minutes ou 30 minutes de temps de jeu comme c'est le cas actuellement. Oui, mais dans 2 ans, il y aura toujours Neymar, Mbappé, éventuellement Cavani ou un autre attaquant de classe mondiale. Enfin, on verra, mais... Voilà, c'est ça. Il y en aura peut-être un qui sera parti sur les 3. Ouais, enfin, on verra. Je suis pas trop d'accord avec toi sur ce cas-là, mais en tout cas, l'info à retenir aujourd'hui, l'info Ville Lumière. Aujourd'hui, bon, on enregistre le mardi, peut-être qu'il sera diffusé, qu'il sera sur d'autres médias pendant la semaine. Mais en tout cas, c'est Lucas vers la Chine. Je me tourne encore une fois vers toi, Lloyd. Tu as plus de détails. On avait un peu l'info depuis quelques heures maintenant. Est-ce que ça pourrait se confirmer? Actuellement, Lucas, il y avait une offre d'Antonio Conte pour le ramener à Chelsea. Il n'a pas joué la Ligue des Champions, donc il est libre pour jouer la Ligue des Champions, lui. Et aujourd'hui, donc les infos qu'on a, c'est qu'il y a un club chinois qui est prêt à faire une offre avec un gros salaire, qui a déjà pas mal de joueurs brésiliens là-bas, avec l'ancien sélectionneur national. Et a priori, s'il va là-bas, donc il aura le temps de jeu nécessaire. Et en plus, il aura une visibilité par le sélectionneur du Brésil. Donc c'est une offre qui peut être intéressante pour lui et qu'il pourra accepter aujourd'hui. À l'heure actuelle, je pense qu'il est en réflexion dessus, mais je pense qu'il peut l'accepter. Sacha, ton avis? Donc Lucas, si on suit le scénario, il ira en Chine. Du côté a priori du côté du Shanghai SIPG. Je suis désolé d'avoir torché le nom du club. En tout cas, c'est le club d'Oscar. Oui, et Hulk. Oscar et Hulk, je crois. Ouais. Eh bien, pour nos auditeurs, ça fera une nouvelle raison de ne pas suivre le championnat chinois, donc. Non, je sais pas. C'est un championnat qui est largement à sa portée, où il va faire du spectacle, des dribbles, j'espère. Des grandes accélérations. Suite à un incident technique, nous interrompons vos programmes. Ils reprendront dans quelques minutes. Merci de votre compréhension. De retour dans Intégral Foot, les amis, je tiens avant tout à m'excuser en mon nom et au nom de toute l'équipe de la radio suite à cette interruption, ce problème technique. Nous n'allons pas pouvoir continuer l'émission de ce soir. On vous donne plutôt rendez-vous la semaine prochaine, même heure, 19h10, le jeudi, sur la web radio Ville Lumière avec un invité qui sera annoncé d'ailleurs sur la page au cours de cette semaine. Et derrière avec les consultants Lloyd, Xavier et Sacha. Donc voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 19h10, sur la web radio Ville Lumière, donc le jeudi. Entre temps, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site, donc www.villelumière.paris, en plus des tacles glissés de Sacha et des 4 autres épisodes d'Intégral Foot. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de soirée et à très bientôt. Je vous dis à jeudi prochain. Oh, it sucks me. Oh, it sucks me. Cotton head, clammy hands, dry mouth. Was a call.